Un peu de tension est dans l'intérêt de la Russie, qui fait valoir ses capacités de médiatrice. En revanche, une déstabilisation complète, ça oblige la Russie à choisir. Or, elle a gardé ses relations avec Israël, entre Israël et l'Iran, à choisir son camp, où là, elle joue sur les deux tableaux. C'est pour ça que, dans cette affaire, je doute que la Russie mette systématiquement de l'huile sur le feu. Non, au contraire, une petite tension, c'est bien, mais une explosion, ça la mettra en difficulté. Mais c'est pas à vous, diplomate, que je vais apprendre qu'on peut organiser ou pousser ou comprendre une petite tension et dire à son partenaire: tu ne vas pas au-delà. C'est peut-être aussi pour ça que, malgré ce message de fermeté du président iranien tout à l'heure et ses menaces vers Israël, hier, notre correspondant à la même heure à Téhéran disait que le message des mollahs et du président était plutôt de dire à Israël: si vous touchez directement l'Iran ou des représentations de l'Iran à travers le monde, on répondra par la plus grande fermeté. Mais si vous touchez des proxys, on ne donne pas de réponse et on ne donne pas de consigne. Donc, il y a quand même un distinguo. Donc, Poutine a quoi jouer ? Il a des cartes. Il a des cartes, mais en sens inverse, les États-Unis jouent à peu près le même jeu, parce que ils font passer un message de dissuasion aux Iraniens, et en même temps, ils disent aux Israéliens vous avez intérêt quand même à ne pas réagir trop fortement, parce que vous êtes en train de bâtir quelques relations intéressantes avec les pays arabes, et pour l'instant, ils vous ont plutôt soutenu. C'est ça ce qu'on discute en Israël. Donc finalement, tout le monde joue, paradoxalement, un rôle de stabilisation dans cette affaire. Tout le monde a peur que ça... Ça, c'est bon, on va. On est avec Didier Idjadi. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes universitaire, vous êtes réfugié politique iranien. On vous retrouve dans une seconde. Je voulais votre réaction juste avant, général, à ce qu'a dit Gwendoline, à pas de changement de ton de l'État hébreu, mais ce changement de perception de ce qu'est la Russie aujourd'hui et du jeu que peut jouer Poutine dans la région. Non, mais je crois qu'elle a dit un peu ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que les Israéliens ne voient pas les Russes, et Poutine en particulier, tirer les ficelles, mais en revanche, qu'il y a un autre jeu qui se fait avec l'Iran, mais pas pour le Hamas ou Israël, simplement pour les intérêts de la Russie, finalement, dans la guerre en Ukraine. La Russie a besoin aujourd'hui de l'Iran pour monter sa guerre. Donc, effectivement, on a un double jeu. Un jeu envers Israël, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, et puis ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, et associer les deux en disant que c'est Poutine... Oui, mais on voit que le jeu s'effrite avec Israël. Non, oui et non, peut-être... En tout cas, l'entente ne s'affiche plus comme elle s'est affichée. Non, mais aujourd'hui... mettons-nous aussi à la place d'Israël, dont l'allié américain a un certain poids. Tout à l'heure, on a passé le sonneur de Poutine. Il date de 2023. On est bien d'accord ? Il parlait de partenariat d'alliés. Après le 7 octobre. Donc, le temps change quand même. Mais vous n'aurez pas quelque chose à 100%. Il y a quand même les intérêts des États et de l'issue de différents conflits. Donc il y a en gros 70% d'intérêts communs dans lesquels on peut jouer un rôle de part et d'autre. Et puis il y a 30% qui peuvent poser problème. Et je reviens à ce que je viens de dire. Israël est peut-être quand même soumis sous la pression des États-Unis pour des relations plus proches de la Russie. Je pense que nous sommes dans un jeu extrêmement complexe diplomatique où il ne faut pas trop en montrer, tout en montrant et tout en ayant la défense de ses intérêts. Donc effectivement, pour tirer le bon fil, c'est pas évident. Alors on va demander justement à Didier Idjadi, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous rappelle que vous êtes réfugié politique iranien. Que pensez-vous de ce bloc qui s'affiche sur l'écran? Iran, un conflit qui fait les affaires de Poutine. Et puis sinon, je pouvais vous donner aussi un autre titre d'une de nos consoeurs et ma collègue de l'Express qui disait Vladimir Poutine, le grand profiteur du conflit Iran-Israël. Oui, je pense que véritablement, comme ça a été dit, c'est un jeu très complexe et en même temps paradoxal. C'est-à-dire, est-ce que la Russie profite effectivement du profit moyen-oriental? Oui. Comment, s'il arrive à engager davantage l'Occident, les Américains et puis les Européens dans le conflit moyen-oriental, il peut espérer un soulagement en ce qui concerne la situation d'Ukraine. C'est-à-dire effectivement plus de conflits, plus de problèmes pour le monde occidental afin de voir éventuellement pouvoir faire une situation, provoquer une situation, car les Russes, ils savent qu'effectivement aujourd'hui les Ukrainiens, ils sont en difficulté. Et donc comment réunir les conditions afin de
provoquer la défaite définitive, disons, des Ukrainiens. Donc c'est pour cela, je pense que engager davantage les Américains dans le Moyen-Orient, oui, c'est une bonne chose pour eux. Mais en même temps, par rapport à l'Iran, si vous voulez, avec l'Iran également, le jeu est très complexe, car l'Iran envoie ses drones vers les Russes. Ce sont des anciennes générations et les Russes ont demandé à ce qu'il y ait également de nouvelles générations. Mais pour les anciennes également, l'Iran a mis en place une sorte d'usine pour produire sur le sol russe. Mais en même temps, nous savons également il y a des situations concernant, disons, Su-35, l'Iran veut absolument en récupérer rapidement et avec des quantités nécessaires pour faire face à des attaques éventuelles donc des Israéliens, et qu'en même temps les Russes ils ne veulent pas détruire toutes les relations avec les Israéliens. Donc c'est un jeu très très subtil effectivement à jouer par tous ces acteurs disons au Moyen-Orient. Oui, je pense que le conflit au Moyen-Orient peut créer des situations avantageuses pour les Russes. Alors, comme si ça ne suffisait pas, Didier, il a dit juste une petite problématique. À la même heure, hier, on parlait du nucléaire. On était avec Raphaël Grossi et on parlait de l'Iran. On parlait de la Russie aussi, puisqu'on parlait de nucléaire. Est-ce que, Didier a dit, on peut se dire qu'aujourd'hui, la Russie aide l'Iran dans le domaine du nucléaire, en fournissant de l'uranium contre des missiles et contre d'autres denrées, et en aidant les Iraniens dans leur programme nucléaire. Et on sait très bien, on l'a appris hier sur ce plateau, qu'on en est, en ce qui concerne le nucléaire iranien, au stade de la fabrication de bombes, certes artisanales, mais de bombes. Raphaël Grossi nous disait 3 bombes seraient en préparation. Cette aide russe, ça passe aussi peut-être par ça, par le nucléaire ? Écoutez, comme vous le savez, à peu près depuis une vingtaine d'années, les Russes sont engagés concernant le site de Boucher, qui est juste, disons, à côté du golfe Persique, si vous voulez, là. Mais sur les autres sites, qui sont des sites nucléaires à caractère militaire, effectivement, on n'a pas eu jusqu'à maintenant des preuves très, très sérieuses, si vous voulez, là. Mais le régime iranien, depuis quelques années, demande aux Russes justement de construire de nouvelles usines ou bien de nouveaux sites pour la production effectivement de l'énergie, mais il y a également dans ce projet d'une manière implicite l'idée de pouvoir aider les Iraniens également dans le domaine effectivement militaire. Mais les avis sont partagés à ce niveau-là. C'est-à-dire que est-ce que la Russie peut aider l'Iran à avoir de la bombe atomique dans la proximité de son propre territoire. À ce niveau-là, est-ce que les Russes peuvent véritablement et complètement faire confiance aux mollahs en Iran, malgré la proximité, malgré la coopération étroite qu'ils ont aujourd'hui, si vous voulez, et que par conséquent, l'Iran a bénéficié dans le passé de l'aide à la fois de la Corée du Nord, mais également du Pakistan bien avant, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des interrogations. Est-ce que l'Iran est tout seul dans le processus, effectivement, concernant la démarche, disons, nucléaire militaire, ou éventuellement, il y a du soutien à droite à gauche, y compris de la part donc de la Russie, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore, c'est-à-dire, y compris l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'a pas évoqué directement cette hypothèse-là, mais comme vous l'avez dit, effectivement, les Iraniens qui étaient autorisés pour avoir effectivement de l'enrichissement à 3,7. Aujourd'hui, ils sont à 60, voire 83%, c'est-à-dire la fabrication de la bombe nécessite 90. Et donc, jusqu'à maintenant, ils ont utilisé la naïveté, disons,
dans leur relation avec l'Occident. Et à chaque fois, ils ont dit on est dans le respect, on est dans le respect, mais au bout de quelques années, effectivement, ils sont arrivés de 3,7 à 60, voire 83%, et donc ça met en évidence le mécanisme de tricherie, donc disons de la part du régime iranien, et sa volonté pour aller vers la fabrication de la bombe, avec effectivement une bombe chiite, mais avec un objectif qui est effectivement la destruction de l'État d'Israël. Merci beaucoup Didier Djadi, c'est un plaisir que de vous avoir avec nous. J'allais dire, en droit français, le doute profite à l'accusé. Bon, bah là, visiblement, il n'y a pas de doute.